Alors, bonsoir, chers parents. Ici Laurie Boisvert, coach familial. Ce soir, pour notre rendez-vous éclairant, on reçoit Karine Robitaille, qui est coach professionnelle en programmation neurolinguistique. Allô? Salut, comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Oui, ça va bien, merci. Ce soir, j'ai invité Karine à venir parler avec nous d'estime de soi parentale. C'est un thème que j'aurais pu vous faire une formation en fait de 3 heures sur l'estime de soi parentale, je pense, mais je préférais avoir quelqu'un justement avec qui en jaser, qui a un regard aussi personnel du niveau en regard de l'estime de soi parentale. Donc, c'est une grande joie finalement d'avoir Karine avec moi ce soir, puis qui va pouvoir jaser avec nous. Donc, aujourd'hui, on parle d'estime de soi parentale. Lorsqu'on est parent, on a beaucoup d'occasions d'exercer nos compétences parentales, mais ça prend un certain temps, en fait, à développer. Ça s'apprend beaucoup sur le tas, hein. On se fait une idée de ce qu'est être parent. Une fois qu'on a nos enfants, là, parfois, c'est une autre histoire. Et bien, on apprend, c'est ça, sur le tas, avec essais, erreurs. Et ben, on va se construire notre estime de soi ben, au fil du temps avec les expériences qu'on aura eues avec nos enfants. Et ben, par période ou selon le genre de tempérament qu'on a, ben, on va se taper sur la tête un petit peu plus fort, dépendamment. Donc, ce soir, j'ai envie en fait de lancer la discussion au sujet de l'estime de soi parentale, de vous inviter à regarder votre propre estime, à savoir, bon, mais est-ce que j'ai une bonne estime ou est-ce que je devrais prendre soin un petit peu plus de moi? Et je vous invite à peut-être prendre des petites notes pour voir quelles sont les pistes de solutions qu'on va vous proposer ce soir qui pourraient être aidantes pour faciliter votre rôle parental. Donc, avant d'entamer ce rendez-vous éclairant-là, je prends le temps d'expliquer un petit peu ce que je fais comme travail. Donc, si tu arrives sur ma page et que tu ne me connais pas, donc, comme je disais tout à l'heure, je suis Laurie Boisvert, je suis coach familial, bachelière en psychoéducation et fondatrice de coaching familial La Lanterne. Donc, au quotidien, qu'est-ce que moi et mon équipe faisons? Nous accompagnons les familles qui vivent certaines difficultés, qui sont en recherche de solutions et on les outille en fait pour leur permettre d'alléger, de simplifier leur quotidien. Donc, on mise particulièrement là, sur la qualité de la relation entre les membres de la famille, puis la relation qu'on a envers nous-mêmes aussi. Donc, plus on prend soin de soi, bien, meilleur on est des parents finalement. Bien, on va sûrement parler de ça aussi ce soir. Maintenant, à toi, Karine, j'aimerais ça justement que tu te présentes aux parents qui sont avec nous ce soir. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Avec plaisir. Ben, tout d'abord, Laurie, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment-là avec toi et ta communauté. Bon, je m'appelle Karine, j'ai 42 ans. Je suis native de la région de Québec et j'habite la région de Québec, malgré que je me suis promenée un petit peu à travers le Québec, la Mauricie, Montréal et tout ça. Je suis bien installée à Québec et je suis coach certifiée en PNL depuis maintenant 2 ans. 2 ans, tout juste, tout frais. 2 ans. Félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être qu'on fera une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi la PNL après ma présentation. Je ne sais pas si tu as comme. En tout cas, Ben, tu peux habituellement, peut-être en parler un petit peu. Moi aussi, j'ai fait mon parcours PNL jusqu'au maître Ben oui, c'est praticien, ça. mais j'en parle pas nécessairement. Je l'intègre dans ma pratique. Ça vaudrait peut-être la peine que tu nous en parles un petit peu. Parfait. Ben, je vais faire la parenthèse PNL tout de suite. Donc, PNL, c'est un acronyme pour Programmation neurolinguistique. Quand on parle des programmations, on fait référence à tout ce qu'on a emmagasiné comme apprentissage dans notre inconscient particulièrement. Autant que ça peut être quand on a appris à marcher. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de réfléchir. Je suis rendu au pied droit en avant ou au pied gauche en avant. Tu sais, on marche puis on parle en même temps, on pense à d'autres choses. On le fait de façon automatique. Même chose pour tenir un verre. C'est un apprentissage qui est devenu une programmation à force de le répéter. Donc, je peux prendre mon verre sans y réfléchir. Donc, on a plein de programmations comme ça qui sont très utiles. Puis, on a aussi d'autres petits parasites qui s'installent dans nos programmations. Ça peut être des croyances, des peurs, des doutes. Donc, quand on parle de programmation, on fait référence à tout ce qui est inconscient puis qui vont
dicter nos paroles, nos pensées et nos gestes. Ensuite, neuro, ça veut dire le système nerveux incluant le cerveau. Et linguistique, c'est par rapport au langage, parce que le langage nous sert à communiquer avec notre environnement, mais aussi parce qu'à travers notre langage, on laisse passer des bribes d'informations par rapport à nos programmations. Donc, quand on fait des formations avec la PNL, pour être coach PNL ou maître praticienne comme Laurie, ben, on apprend à décoder de la façon que les choses sont dites. Ben, nous, ça nous donne des indices sur les programmations qui sont présentes. Alors ça, c'est ma parenthèse PNL. Et c'est tellement intéressant. Effectivement, c'est intéressant, c'est fascinant. Si vous entendez parler des neurosciences, ben, en fait, la PNL a modélisé des techniques, des approches de grands psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, etc. Puis là, la neuroscience est en train de prouver scientifiquement ce que la PNL avait observé. Fait que finalement, c'est comme une continuité. Puis moi, je suis complètement fascinée par le fonctionnement de notre cerveau, de notre corps humain au complet, mais surtout par notre cerveau, qui peut être notre meilleur ami quand on comprend comment il fonctionne, puis qu'en même temps, des fois, il peut nous jouer des tours quand on ne comprend pas tout son fonctionnement. Mm-hmm. Et là, c'est intéressant justement de voir la part de notre discours, la part de nos programmations dans ce qu'on est comme parents aujourd'hui, puis l'impact que ça peut avoir sur notre estime parentale d'ailleurs. Exactement, exactement. Et quand nous, on en a discuté un petit peu avant notre rencontre de ce soir, là, on parlait du thème, puis tu me disais à quel point ce thème-là, ça te faisait vibrer, puis ça te parlait beaucoup. Peux-tu en parler, en fait, aux parents qui nous parlent ce soir, qui nous écoutent ce soir, là? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'estime de toi, c'est un thème qui vient te chercher? Bien, en tant que coach, moi, je suis coach de vie. Hein? J'ai dit, bon, coach professionnel, certifié en PNL, qu'est-ce que ça fait ça dans la vie? J'accompagne des gens tout simplement pour les aider à atteindre leurs objectifs et tout ça. Donc, je suis coach de vie en langage plus simple. Donc, l'estime de soi, c'est une thématique que j'aborde pas tous les jours, mais pas loin, tu sais. Quand on ramène à l'estime de soi parentale, là, ça vient me toucher un peu plus personnellement parce que je suis maman d'un beau grand garçon de 19 ans qui a des besoins particuliers, qui n'a pas fait un parcours d'enfant, scolaire et tout ça, pas traditionnel, mais commun, on va dire. Donc, mon estime de soi parentale, elle a été quand même ébranlée. Parce que souvent, on va se valoriser ou on va se confirmer notre rôle parental, la valeur de notre rapport parental par les résultats de notre enfant. Mais là, quand les résultats de notre enfant sont hors normes, ben, ça devient un challenge de ne pas perdre cette estime-là. Parce qu'on est confronté finalement, étant donné que notre enfant, tu sais, moi, mon garçon, il ne ramenait pas des mériteurs, il ne ramenait pas des premiers de classe, il évoluait à son rythme à lui. J'ai toujours vu tous les efforts qu'il faisait, puis j'ai toujours vu tous les progrès qu'il faisait, mais tu sais, il ne fallait surtout pas que je tombe dans la comparaison avec les autres enfants. Oui, puis lorsqu'on devient parent, on se compare beaucoup justement aux autres modèles qu'on a autour de nous, et quand notre réalité ne correspond pas à ce qu'on connaît, il y a peut-être aussi de l'insécurité qui peut s'installer. Bien, tout à fait. J'ai envie peut-être qu'on fasse la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ma pratique, puis dans mes réseaux sociaux, tout ça, même dans mon entourage, c'est que les gens ne connaissent pas toujours la différence entre les deux. Donc, juste pour bien poursuivre, la confiance en soi, c'est la confiance en nos capacités. Fait que c'est vraiment dans le faire. Puis l'estime de soi, c'est dans le être. C'est quelle valeur j'ai en tant qu'individu. Puis là, ben, j'ai voulu lire les commentaires en même temps, il ne fallait pas que je fasse ça. Puis l'estime de soi parentale, ben, c'est la valeur que je m'évalue, que je m'octroie en tant que parent. Donc, habituellement, les deux se suivent quand même de proche, mais il peut y avoir des écarts aussi. Je pourrais avoir une très bonne estime de moi en tant qu'individu, puis douter de mes compétences parentales si mon enfant, entre autres,
a des besoins particuliers, puis que j'ai de la difficulté à trouver quelles sont les approches, les interventions qui favorisent son développement. Oui. Fait que là, la différence fait en sorte qu'on se construit une espèce d'image de nous-mêmes. Tout à fait. OK. Et toi, en tant que parent, justement, qui avait un enfant qui avait des besoins particuliers, qu'est-ce qui est venu te construire ou t'affecter finalement dans la construction de ton estime? Ce qui est venu m'affecter beaucoup, je vais commencer par ce qui m'a nui, puis je poursuivrai avec ce qui m'a aidé. Ce qui est venu m'affecter beaucoup, c'est que ça a été long avec mon fils et un diagnostic clair. Donc, il y a eu beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup d'essais-erreurs dans les types d'approches, les types d'interventions. Puis mon fils, bon, pour faire un topo global, hyperactivité, troubles d'opposition, troubles d'anxiété, tout ça. Fait que mon fils passait pour un petit gars mal élevé, pour un tannant, avec des problèmes de comportement. Donc, tu sais, je me rappelle encore quand j'allais dans les réunions de parents profs, je sentais un regard sur moi, tu sais, des autres parents ou parfois même des jugements dits verbalement là, de la part des enseignants, tu sais, qu'il faudrait peut-être un peu plus d'autorité à la maison ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est sûr que ça vient ébranler beaucoup notre estime de soi parentale. Puis, je comprends que dans le milieu scolaire, les professeurs sont parfois confrontés à des parents qui sont peut-être un peu plus négligents ou même des fois qui le sont vraiment beaucoup. Mais tu sais, moi, je le savais, tout ce que je faisais. Fait qu'il y avait peut-être aussi un besoin d'être reconnu puis d'être soutenu dans tout ce que je faisais, dans l'aide que j'allais chercher, tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça a été très difficile, mais en contrepartie, mon entourage immédiat, mes sœurs, mes parents, mes amis très proches, tu sais, j'avais tout leur support, puis ils me rassuraient que je faisais les bonnes choses, qu'ils ne feraient peut-être pas nécessairement mieux, qu'ils me trouvaient forte et tout ça. Fait que, tu sais, je venais trouver une espèce de balance là-dedans, là, pour pas que ma confiance en moi puis mon estime soit trop ébranlée. Et comme tu dis, d'avoir un réseau, ça a eu un impact pour toi, puis je pense que pour n'importe quel parent, en fait. Oui. Que notre enfant qui ait des besoins particuliers ou pas, d'avoir, parce que même un enfant qu'on va dire standard ou normal, là, même si j'aime pas trop utiliser ces termes-là, il va avoir des phases où ils vont demander plus. C'est pas parce que les besoins de mon enfant deviennent plus élevés que moi, ma valeur diminue. C'est juste qu'à un moment donné, ça fait juste pas fonctionner. Puis c'est là, parfois, qu'il faut juste accepter de demander de l'aide à l'extérieur, des professionnels, pour venir nous aider. Mais ça aussi, c'est un challenge, hein, parce que, ben voyons, je suis sa mère, je serais supposée d'être capable de subvenir à tous ses besoins, même s'ils sont immenses. Mais non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. On est tous humains, puis je pense qu'il n'y a pas un enfant qui arrive avec un mode d'emploi non plus. Tout à fait. Puis parfois, ben, de pouvoir prendre du recul sur la situation, d'avoir l'œil de quelqu'un qui n'est pas impliqué émotivement dans la situation, ça peut faire une différence aussi, là. Énormément, exactement. Exactement. Puis, tu sais, moi, je pense que au début, j'ai perçu ça comme étant un peu un signe de faiblesse, d'avoir besoin d'une aide extérieure pour prendre soin de mon garçon. Mais tu sais, avec le temps, j'ai été capable de reconnaître qu'au contraire, c'était une force d'aller chercher les appuis dont j'avais besoin pour l'aider, là. Puis tu disais quelque chose d'intéressant, justement, tu sais, que l'enfant, c'est pas nécessairement... c'est pas ton bulletin, hein, c'est ce que Nancy Boyon disait, oui, celle qui m'a formée en coaching, coaching familial. Tu sais. L'enfant, c'est pas nécessairement ton bulletin, même s'il se comporte pas comme tu voudrais. L'important, dans le fond, c'est la valeur que tu accordes au travail que tu fais ou à l'apport que tu as. Et à la relation que tu conserves avec ton enfant. Parce que ça aussi, c'est un autre point que pour la plupart des parents, avoir une belle relation avec leur enfant, ça peut être quand même assez facile. Mais quand ton enfant a des comportements dérangeants, différents, qui demandent beaucoup, beaucoup d'intervention, mais si tu ne vas pas chercher l'aide à l'extérieur, finalement, c'est ton lien direct avec ton enfant qui en écope parce que tu es tellement toujours dans l'intervention, la discipline, puis tu t'épuises tellement là-dedans que
n'y a plus de place pour entretenir la relation. Oui, puis c'est tellement la base, en fait, la relation. T'sais, si tu n'as Tout à pas fait. ça, lorsqu'il est temps d'intervenir pour certains comportements plus indésirables, puis là, tu te dis, genre, on n'a pas le choix, il faut faire quelque chose. Si tu n'as pas cette relation-là à la base, bien, tu vas avoir plus de difficultés à intervenir puis à amener Exact. ton enfant à faire certains apprentissages. Si vous êtes un peu à couteau tiré, bien, c'est plus complexe, là. Tout à fait. Tu sais, tantôt, tu disais, ben, ça vient de Denis Doyon, là, mais tu sais que on dirait que les parents aujourd'hui prennent leurs enfants pour leur bulletin ou leur trophée. Avec l'ère des réseaux sociaux, je pense que ça vient amplifier ce phénomène-là parce que, tu sais, là, au mois de juin, ou dans les moments où les enfants reçoivent leur bulletin et tout ça, ben là, tu vois passer, oh, mon fils est premier de classe, oh, ma fille a 95 de moyenne. Toi, ton enfant, il a redoublé son année puis il décroche parce qu'il a 16 ans puis il a compris qu'il avait le droit de décrocher ou il est suspendu parce que l'école n'est plus capable. Tu sais, il est scolarisé à l'extérieur de l'école parce que ton enfant n'est plus capable de suivre le modèle d'enseignement traditionnel. Ben, c'est sûr que c'est confrontant là, de voir toutes ces belles réussites-là, que ce soit sportive, que ce soit scolaire et tout ça, passer sur les réseaux sociaux, alors que toi, des fois, tes succès, tes victoires que tu célèbres avec ton enfant sont à un tout autre niveau. C'est peut-être qu'il a fait 2 crises de moins dans la journée que sa moyenne habituelle, tu sais? Mm-hmm. Tellement, tellement. Puis comment est-ce qu'on peut, ou comment toi, est-ce que tu as pu finalement préserver ça, tu sais, de rester concentré sur ces petits pas-là plutôt que sur le regard extérieur que les autres auraient pu avoir sur ta situation? Bien, encore là-dessus, avoir été entourée autant par mes proches que par des spécialistes, tu sais, que ce soit des éducateurs spécialisés, travailleuses sociales avec le CLSC, tout ça, bien, des fois, ça nous ramène, tu sais, quand on a des moments de découragement, ces professionnels-là qui notent tout dans leur accompagnement, tout ça, bien, des fois, qui nous disent, bien, rappelez-vous, Mme Robitaille, il y a 6 mois, il y a 1 an, où est-ce qu'on en était? Ah, puis là, on réalise qu'on en a fait du chemin. Fait que là, ça vient un petit peu penser la douleur, la blessure. Puis notre entourage aussi, là, vient nous faire ce type de rappel-là, vient nous montrer comment nos interventions sont adéquates, comment... puis, tu sais, ils viennent nous rappeler aussi à quel point c'est important, viennent nous refléter quand ils sentent que notre batterie se décharge et que nous, on ne s'en rend pas compte. Pour qu'on pense à nous. Puis parfois, c'est eux qui nous donnent aussi le répit qu'on peut avoir besoin. Donc, sentir qu'on a de la valeur aux yeux des autres, ça nous rappelle notre propre valeur, tu sais. Oui, parce que comme tu disais, avec la fatigue accumulée, parfois, on n'a plus cette espèce de regard-là, puis de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Oui. Fait que, tu sais, à travers tout ça, ce qui a fait en sorte que j'ai pu conserver, tu sais, une bonne estime de moi globale et parentale, parce que je fais la distinction parce que, selon moi, si déjà à la base, une personne a une très faible estime d'elle, ben là, son estime de soi parentale va être difficile, tu sais, à remonter toute seule parce que ça passe par l'individu d'abord et avant tout. Fait que, tu sais, moi, je fais du développement personnel depuis longtemps. Tu sais, l'expression que j'aime pas tant, travailler sur soi. Mm-hmm. La formation en PNL, c'est presque une thérapie en soi. Hein, tu sais, Ouais. on va voir à l'intérieur des programmations, justement, des croyances, des peurs, des doutes, des questionnements qu'on trimballe depuis un bout de temps. Puis, c'est comme si on se faisait des petites mises à jour. Fait que ça m'a aidé aussi beaucoup. Puis de parler avec d'autres parents, parfois même de les sensibiliser. Tu sais, parce que quand tu te retrouves là au coin de la rue avec tous les parents qui parlent des bulletins des enfants, puis que toi, tu te demandes même pas s'il a passé ou pas, tu te dis « Hey, il a fini l'année dans sa classe. » Tu sais, moi, c'était ça ma victoire cette année-là. Ben, c'est de les sensibiliser à ça aussi pour qu'eux, peut-être, aient un regard différent sur nos enfants, puis sur nous en tant que parents, là, parce que c'est pas parce que nos enfants ont des défis qu'on est des mauvais parents, tu sais. Ben non, tout On à fait fait. ce raccourci-là un petit peu rapidement, là. Mm-hmm. Ah non, tellement. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont salués depuis le début. Je veux juste prendre un petit moment pour leur dire bonjour. Donc, Cynthia, Vicky Sophie, Roxane, Guylaine, Charlie, bonjour à vous. Sarah qui est là aussi.
Donc, bien content de vous avoir. J'aimerais ça vous poser la question, hein, les parents qui nous écoutent actuellement. Au niveau de l'estime de soi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vient vous affecter ou faire en sorte qu'à un moment donné, vous vous sentez moins bon ou que votre estime diminue en tant que parent. Puis qu'est-ce que vous faites finalement pour vous ramener? On parlait justement du réseau qui peut nous donner un coup de main. Peut-être avez-vous des trucs que vous mettez en place pour pouvoir vous remonter un peu l'estime une fois de temps en temps quand vous en avez besoin. Ça va me faire plaisir de vous lire là-dessus. Puis, tu as lancé aussi le sujet tantôt en disant, tu sais, quand on a une faible estime de soi, il y a bien des chances que quand on est parent, on va avoir une mauvaise estime de soi parentale aussi. Par contre, dans l'autre sens, même si on est très confiant, par exemple, au travail ou qu'on est très confiant au niveau social avec les gens, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on va être confiant dans notre rôle de parent non plus. Effectivement, hein, ça peut être contextuel, ça peut dépendre dans quel environnement, dans quel contexte on est. Donc, je pourrais effectivement avoir une très, très grande confiance au travail, puis en tant que parent. Puis encore là, tu sais, je pense qu'il faut normaliser les doutes qu'on a en tant que parent, parce que quand on doute, ça veut dire qu'on se soucie, ça veut dire qu'on cherche des solutions, ça veut dire que c'est correct de douter de soi, en autant qu'on soit capable de reconnaître les bons coups, de ne pas tout remettre en question, ce qu'on fait, ce qu'on est. Puis c'est important de se faire confiance aussi, hein, parce que parfois, il va y avoir Moi, j'ai vécu ce processus-là où j'ai eu accès à des services publics, mais par intermittence. Donc, tu sais, des fois, les dossiers se font fermer ou transférer, puis il y a des laps de temps où on n'a pas de service. Puis là, faut se faire confiance aussi quand on pense que notre enfant a un besoin qui doit être répondu. Ben, faut se battre un peu pour avoir ces services-là. Puis ça, je pense que c'est se donner de la valeur, de croire en nos idées, nos opinions, nos perceptions sur notre enfant. Mm-hmm. Le meilleur expert de votre enfant, c'est vous, le parent. Tellement. Ça ne veut pas dire que vous avez toujours raison, mais quand vous le savez qu'il y a quelque chose... Moi, mon fils, là, j'ai soupçonné des troubles d'orthophonie. Il était en première ou deuxième année. Puis, il y avait plein d'autres éléments qui venaient faire en sorte que ce n'était pas prioritaire. Mais j'ai fini par, moi, le faire évaluer au privé. Il y avait 12 ou 13 ans, parce que là, il ne passait plus des écoles. Tu sais, il était rendu trop tard, mais moi, je le voyais qu'il y avait une problématique. Puis l'écart, tu sais, des fois, quand ils sont jeunes, on se dit, tu sais, il est juste un petit peu en retard sur sa gang, mais l'écart s'est creusé avec le temps. J'avais beau le nommer à l'école, au CLSC, tout ça, puis, oh non, ça va se placer, il est un peu immature, Ben non, il y avait un problème, lui, au niveau pragmatique, donc de décoder les mots, de comprendre les sens figurés, les expressions, l'ironie, l'humour noir, il ne comprenait pas ça. Mais tu sais, pour l'adresser, pour l'aider là-dedans, puis ça y causait au niveau social, lui, ça y causait parfois des problématiques, même avec certains enseignants qui utilisaient plus le mot, lui, il ne comprenait pas. Puis comme il était anxieux, ça le rendait encore plus anxieux. Fait que là, à un moment donné, mais tu sais, ça a pris plusieurs années avant que je me fasse assez confiance pour me dire, OK, je le sais qu'il y a un problème là, je vais trouver l'aide, puis je vais voir, tu sais, comment on peut l'aider avec ça. Oui. Fait que tu as fait confiance à ton instinct de parent. C'est ça. Puis ça, c'est payant. Veux pas quand tes parents et que, bon, des fois, tu vas te taper sur la tête parce que tu as l'impression que tu fais des mauvais choix, mais dans le fond, tu le sais très bien qu'il y a quelque chose là. Ouais. C'est certain que de creuser et de dire « Ah, c'est vrai qu'il y avait quelque chose », ça doit faire une belle différence aussi au niveau de ton estime. Là. Oui. Et si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été valider mon doute, me rassurer, puis ça aurait quand même contribué. Fait que dans le fond, c'est de passer à l'action, c'est de s'écouter puis d'aller valider, d'aller vérifier aussi nos impressions, nos doutes, nos peurs. Oui, c'est vrai que des fois, peut-être qu'on a des peurs qui ne sont pas fondées. Allons les vérifier. Puis après ça, on passe à d'autres choses. Notre énergie va être disponible pour aider notre enfant. Puis j'aimais ça aussi tantôt que tu dises tu sais que pour entretenir une bonne estime parentale, il faut prendre soin de l'humain qu'on est avant d'être un parent aussi.
Parce que sinon, ben, on est fatigué au travail, on est fatigué dans notre vie, on n'a plus de plaisir, on est fatigué avec nos enfants. Ben là, c'est dur d'avoir une bonne estime quand on file poète-poète dans toutes les sphères de notre vie. Et oui, puis tu veux pas, si tu es toujours fatigué, ben on parlait de cerveau tantôt, mais ton cerveau va avoir tendance à être en mode protection, en mode survie, puis il va focusser sur tous les dangers possibles, puis tout finalement ce qui va être désagréable pour toi, c'est ça. Puis qui peut venir justement te rabaisser encore l'estime ou te faire vivre encore plus de doutes et d'insécurité ou d'anxiété, peu importe. Ouais. Oui, il y a tout ça, donc prendre soin de soi, prendre le temps de se reposer quand on a l'impression d'être un petit peu étouffé par notre situation. Prendre soin de l'humain, clairement que c'est important. Oui, puis prendre soin de l'humain, là, ça ne veut pas dire partir 3 jours au spa, hein? Tu sais, quand on est... tu sais, moi, j'étais monoparentale, là, le père de mon garçon, il est décédé quand mon fils avait 6 ans, fait que j'étais toute seule. Ben, si j'avais une voisine qui pouvait s'occuper de mon fils pendant une demi-heure, je la prenais, cette demi-heure-là, je prenais une petite marche, mais tu sais, j'attends. Des fois, on a le réflexe d'attendre d'avoir des longs laps de temps. Mais si c'est 10 minutes, ben c'est 10 minutes. Mais si c'est 5 minutes à juste respirer, tu sais, il faut prendre ces petits moments-là, puis des fois, il faut les forcer aussi. Ouais. Pour justement charger nos batteries puis avoir un regard plus clair sur la situation. Parce que comme tu disais, quand on est fatigué, on tombe en mode survie, puis là, ben, on voit tout ce qui cloche parce que notre cerveau, ben, il est fait comme ça. Notre cerveau, il est là pour nous garder en vie, puis il est là pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de danger. Fait que, ouais. C'est ça. En le comprenant mieux, notre cerveau, ça nous permet justement de faire un petit peu la part des choses, puis de se dire, oups, OK, là, je pense que mes programmations ne sont pas en ma faveur présentement. Comment est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Hey, Laurie, est-ce que tu me donnes 15 secondes? Je vais donner un petit quelque chose à gruger à mon chien parce que je ne sais pas si toi tu l'entends, si les gens à la maison l'entendent, mais oui. Il jette sans arrêt. Je vais aller donner un petit quelque chose pour l'occuper. Pas de problème. Pendant ce temps-là, j'en profite pour voir Charlie, justement, qui a commenté suite à la question que je lui ai posée. Donc, tu disais, Charlie, que le cycle a beaucoup d'impact pour toi, d'accepter finalement ce qui se passe avec les enfants. Être douce avec toi, ça t'aidait beaucoup à préserver ton estime parentale. Assurément que ça fait du sens avec ce qu'on vient de jaser, justement. Voilà. Karine, tu es de retour. Oui. C'est comme des enfants aussi, hein, ces animaux-là. C'est pareil. Même chose, même chose. J'avais envie de te demander, Karine, par rapport à l'estime de soi, pour toi, l'écart entre la réalité perçue versus la réalité espérée, c'est quoi l'impact finalement que ça peut avoir sur notre estime? Là, tu parles de ma perception de ma valeur ou ma perception de la situation? De la valeur que tu peux t'accorder dans cette situation. Bien, souvent, il va y avoir un écart, puis quelque chose qui contribue à ça, c'est qu'on n'a pas été habitué à reconnaître nos mérites. Hein? Tu sais, souvent, quand on va vouloir juste souligner un bon coup qu'on a fait, ben, on dirait qu'on se sent obligé de dire oh, ben là, je ne vais pas me vanter, mais j'ai réussi telle affaire, ou ben oh, j'ai été chanceuse, tu sais. Fait que d'avoir de la difficulté à s'attribuer le mérite de nos accomplissements, ben ça ne contribue pas à élever notre estime, la valeur qu'on s'octroie, parce que si je dis toujours que je réussis des choses parce que je suis chanceuse, ben c'est la faute, tu sais, c'est la chance, c'est pas moi. Fait que de s'envoyer des fleurs, puis de reconnaître nos mérites, puis même en tant que parent, ce qu'on pourrait faire, c'est juste se tenir un petit carnet où, à la fin de chaque journée, on a inscrit trois choses qu'on est fiers, d'avoir gardé son calme pendant une crise du plus jeune, d'avoir tenu son bout sur une consigne ou une conséquence d'un enfant. Puis ce que ça fait, ça, premièrement, ça entraîne notre cerveau à voir les bons coups qu'on fait. Fatigué, pas fatigué. Ça entraîne notre cerveau à voir le positif. Puis ça fait en sorte que ça nous fait une banque où aller voir qu'on peut retourner, tourner les pages. Puis ça aide énormément à reconstruire notre confiance puis notre estime en tant que personne, mais en tant que parent, on peut le faire plus spécifiquement aussi. Oui, donc c'est une petite période plus creuse.
Tu retournes dans tes lectures disant, ben c'est vrai que ben ça allait bien, ça allait bien. Puis effectivement qu'aujourd'hui encore, ça va bien. Mettons, la période du dodo, ça a toujours bien été, puis ça continue de bien aller. Et crime, je peux m'accrocher à ça, voyant que, ben OK, ça me fonctionne bien. Telle autre affaire, oh, j'ai eu un beau sourire, j'ai eu un moment de plaisir avec mon enfant à tel moment. Où j'ai eu l'impression de faire une belle job ou d'accéder finalement à l'idéal que je m'étais fait de ce qu'un parent devait être. Hein? Parce que c'est ça, parfois... Il faut faire attention, nos idéaux ne sont pas toujours réalistes. Hein? Non. C'est ça. Donc, il faut s'assurer d'avoir aussi des objectifs qui sont réalistes. Parce que c'est ça, des fois, on se met la barre tellement haute qu'on se met en échec en partant, tu sais. Oui. Est-ce qu'un parent va jamais chicaner son enfant ou va jamais perdre patience? Est-ce qu'un parent va pas des fois dépasser un peu trop la limite? Non, tu sais, ça arrive à tout le monde, mais il n'y a personne qui va aller s'en vanter sur les réseaux sociaux non plus, là. Bien, c'est ça. Tu sais, tantôt, on a parlé des réseaux sociaux, bien, il faut aussi se rappeler qu'on voit juste le beau. Exact. Ou à peu près juste le beau. Fait que, tu sais, quand l'enfant refait avec un mériteur, c'est un beau bulletin, a gagné un trophée, ou ça, on le voit sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, là. Puis ça, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les parents, c'est bon pour tout le monde, hein? Exactement. Il faut être vigilant par rapport à ça, là. Oui. Puis, tu sais, de vouloir être le parent parfait, comme tu dis, c'est un peu se mettre en situation d'échec en partant parce que la perfection, ça n'existe pas. On peut être un excellent parent. Oui. Ça, on est capable de le faire. Ça veut dire qu'on va apprendre de nos erreurs. Plutôt que de se culpabiliser, bien, on va aller de l'avant. On va revenir sur des situations, par exemple, qui ont peut-être été moyennes pour pouvoir préserver notre relation avec notre enfant puis s'assurer que ce soit du positif. Mais après ça, on peut continuer, on peut continuer comme ça, puis sans nécessairement se taper sur la tête, là. C'est ça, puis quand on se met des objectifs qui ne sont pas réalistes, il faut toujours penser qu'on est les premiers modèles de nos enfants. Donc, moi, si je suis perfectionniste, tu sais, que je vois l'excès, mais je suis en train d'enseigner à mon enfant de se mettre en échec puis de viser l'inaccessible à lui aussi. Tandis que quand je vise l'excellence, mais que j'accepte sans trop me culpabiliser, je sais qu'on se culpabilise tout le temps quand, tu sais, la fois qu'on lève le ton, tu sais, qu'on a peut-être parlé trop fort ou qu'on a chicané trop fort ou quelque chose comme ça, mais d'être capable de revenir là-dessus avec notre enfant, de l'expliquer, de nommer nos émotions, de nommer nos comportements, bien, on y fait un apprentissage encore là, lui aussi. Puis on lui permet d'être imparfait, lui aussi, puis on préserve son estime en même temps qu'on préserve la nôtre. Exactement. C'est un être humain comme nous, on est un être humain. Puis de mettre la barre très haute à notre enfant, ça peut créer plus de problèmes aussi. C'est que de lui dire, ben ça arrive aussi. C'est pas plus grave que ça. Tu sais, moi, j'ai 42 ans, bientôt 43, puis la phrase que je me répète le plus souvent, en fait, à plusieurs fois par jour, c'est « Je suis un être humain en apprentissage ». Pour me rappeler que j'ai le droit de faire des erreurs, que je vise à m'améliorer, mais je vise pas la perfection, puis je veux pas, tu sais, je veux rester bienveillante envers moi-même. Donc, en l'étant envers moi-même, je peux l'être envers les autres, que ce soit mon garçon ou d'autres personnes, de ne pas me taper sur la tête puis de me sentir coupable. Je ne dis pas que ça arrive jamais, là. Non, ça arrive. Des fois, je tombe un petit peu dans la culpabilisation, puis là, je me tape sur la tête, puis après ça, je fais OK, Karine, on se rappelle, tu es un être humain en apprentissage. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Oui, OK. J'ai pas mis mes limites assez régulièrement, puis là, j'ai comme, j'ai tiré l'élastique, puis l'élastique a pété. Ça pince les doigts. OK, on se reprend, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est bien d'avoir des mantras positifs comme ça. Puis justement, pour faire un lien avec l'espèce de discours qu'on entretient, c'est important de prendre du recul aussi sur ce qu'on se dit au quotidien et puis quel genre de commentaires on va faire sur notre propre rôle parental. Hey, vraiment, parce que, tu sais, on parle beaucoup de prendre soin de soi, tu sais, du self-care, puis tout ça, mais ça commence par comment on agit, comment on se parle. Tu sais, si tu prends soin de toi, que tu vas chez la coiffeuse, tu vas te faire masser, tu n'oses pas, mais que toute la journée, tu te dis que t'es pas fine ou que t'es nounoune ou que, tu sais, ça marche pas du tout, là. Puis ça a une incidence extrême sur notre estime de soi,
la façon qu'on se parle. Tu sais, si je me dis toujours non, je suis bien douée. Ah, je suis bien nounoune. Il m'a dit que je suis tarte. Non. Ah, j'étais dans l'une. OK. Tu sais, on va détacher le comportement de la personne, puis tu sais, dédramatiser aussi, là. Oui, c'est ça, tu sais, c'est pas la fin du monde, puis il faut être doux avec soi-même, puis, tu sais, on va être empathique envers nos enfants quand ils vont faire des erreurs, mais on l'est pas nécessairement envers nous-mêmes, C'est puis ça. on apprendrait, on gagnerait à le faire. Oui. Mais dans ce temps-là, ce qu'on peut dans un petit moment de lucidité, hein, parce qu'on fait ça de façon un peu automatique, mais dans un petit moment de lucidité, on pourrait se dire, est-ce que je dirais ça à ma sœur, qu'elle est nouille d'avoir fait ça? Puis là, je dis nouille, mais on le sait, toi et moi, que c'est plus des fois, méchant ça que prend ça. d'autres proportions. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que je dirais ça à ma sœur? Est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie? Non, mais pourquoi je me le dirais à moi? Fait que des fois, c'est juste d'inverser les rôles pour voir est-ce que je dirais ça comme ça? Non. Qu'est-ce que je dirais à ma sœur dans une pareille situation? Je dirais qu'elle a sûrement fait de son mieux avec ce qu'elle avait cette journée-là. Mm-hmm. Parce qu'au bout de la ligne, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à me préserver au niveau de mon estime. C'est oui, on pourrait toujours, tu sais, un coup qu'on a toutes les réponses à la fin, on pourrait se dire, oh, j'aurais pu faire mieux. Mais au moment où j'ai dû prendre des décisions, faire des choix et tout ça, est-ce que je faisais de mon mieux? Oui. Je faisais vraiment de mon mieux, là. Ben, c'est ça. Tu sais, on ne peut pas s'exiger l'inatteignable, là. C'est pas... Non, puis je pas connais pas juste un envers parent. Oui, puis tu sais, je connais pas un parent qui se lève le matin en se disant, ben, aujourd'hui, je scrape mon enfant. ben, c'est ça. J'ai jamais entendu ça. En tout cas, je penserais pas. J'ai confiance en l'être humain. S'il y a des parents qui ont des enfants à besoins particuliers, moi, c'est une travailleuse sociale du CLSC qui m'avait dit ça. En fait, elle me l'a répété peut-être 112 fois avant que je me le rentre dans le coco. Mais c'était toujours de dire, c'est pas toi qui n'es pas assez bonne pour ton enfant, c'est ses besoins à lui qui sont trop grands pour un seul parent. Mm. Fait que, tu sais, c'est de ramener ça. Puis, à force de me le faire dire, de me le répéter moi-même, tu sais, ça a fini par rentrer. Puis ça, c'est le genre de phrase aussi qui m'a aidé à préserver mon estime de moi, puis je dirais même ma santé mentale. Parce que quand on se déprécie continuellement, qu'on doute de soi, ben, tu sais, après ça, on peut développer là, des symptômes anxieux, dépressifs et tout autre, là. Fait que... Tout à fait. Donc, prendre soin de soi à Ouais. travers tout ça, prendre le temps de se regarder aller, d'avoir voyons, un discours, voilà, j'ai cherché le mot, un discours qui est positif envers nous, focusser sur les éléments qui sont plus positifs aussi dans notre quotidien avec nos enfants. Fait que ça, tout ça, c'est des bons points aussi, savoir s'entourer, qui peuvent avoir un bel impact sur notre estime de soi, pouvoir en discuter, dédramatiser aussi avec les gens autour de soi pour être capable de voir que finalement, ben, ce que je suis en train de vivre là, ben, ma voisine le vit, mon ami le vit, puis je ne suis pas toute seule là-dedans. Là. C'est peut-être même juste normal dans le développement de mon enfant aussi, ce que je suis en train de vivre là. Là. Oui, c'est ça, parce que lui aussi, c'est un être humain en apprentissage. Exactement. Puis, tu sais, il y en a moins long que nous. Puis, justement, d'avoir un réseau, de parler avec d'autres parents d'enfants, des fois du même âge, tu sais, il faut éviter de tomber dans la comparaison, mais des fois, de juste avoir quelqu'un pour ventiler, des fois, c'est juste ça le besoin, mais qui va aussi, en contrepartie, des fois, venir un peu apaiser notre sentiment d'incompétence. Il va dire, ben moi, si mon enfant, il faisait ça, puis à un moment donné, il ne veut pas dormir dans son lit, puis là, ça fait des, ben oui, puis le mien, ben, il dormait dans son lit, mais il était au couche jusqu'à 4 ans. Bon, OK. Fait que, tu sais, chaque enfant est différent, on dédramatise et tout ça. Puis on se rend compte que dans les, tu sais, c'est ça, tout a de l'air parfait. On s'imagine toujours que le gazon est très, très vert partout, mais tu sais, des pissenlits, là, il y en a presque partout, là. Voilà, c'est ça. Puis c'est beau aussi. Quand on discute avec les gens, ben, on se rend compte que ben, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, il y a des choses qui vont bien, puis il y a des choses qui vont moins bien. Puis quand ça dépasse ce
qu'on est capable d'apporter comme support parce que notre enfant il a des besoins différents ou qu'on est dans une situation particulière, monoparentale, tout ça, mais c'est de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. C'est fort, c'est courageux d'aller chercher de l'aide. Ben oui, totalement. C'est pour nous permettre finalement de rester à flot, puis de pas juste être justement dans la survie ou d'essayer de faire et s'épuiser en bout de ligne. On n'est pas plus aidant pour nos enfants si on les tient toujours à bout de bras à un moment donné. On se fatigue aussi. C'est ça. Nos enfants ont besoin d'avoir des parents qui sont tous là pour eux. Oui. Puis quand nos enfants ont de la difficulté, on veut qu'ils aient le réflexe de demander de l'aide. Oui. Fait qu'il faut leur donner l'exemple aussi. Tout à fait, tout à fait. J'avais une dernière question à te poser, Karine, parce que toi, tu es rendue avec un grand garçon, hein? Ben oui, 19 ans, Seigneur Jésus! Voilà, tu as un garçon de 19 ans et je faisais quelques lectures au sujet de l'estime de soi, puis on m'en a parlé aussi souvent dans mes consultations avec les familles, que plus les enfants vieillissent, finalement, plus l'estime de soi va se mettre à être un peu ébranlée. Ce qui s'expliquerait peut-être par le fait que, bon, ben, ça vieillit, donc on doit s'adapter et que l'enfant qui vieillit a beaucoup plus d'arguments que les plus petits, donc un petit peu plus dur à contrôler. Toi, tu as vécu ça comment? C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Bien, en fait, c'est que les challenges sont différents. Puis dans les étapes du développement de l'enfant à l'adolescence, lui, sa job dans son développement, c'est de se détacher de son parent. Fait que quand je m'identifie, tu sais, quand je joue mon rôle de mère à 400%, puis de travail à 400%, puis que là, on m'enlève, tu sais, je me valorise par le travail que je fais, le travail dans mon rôle parental, c'est correct. Mais si je suis rien d'autre, tu sais, si je n'ai pas pris soin de moi, puis que j'ai perdu de vue un peu la femme que je suis avant d'être une mère, avant d'être une employée, avant d'être une amie, etc., bien, c'est sûr que ça va ébranler mon estime de moi quand mon fils va aller vers son indépendance. Mm-hmm. Puis dans l'adolescence et la jeune vie adulte, bien, ils sont en train de former leur personnalité, puis ils sont en train de faire des expériences pour voir bien, ce qu'on m'a enseigné, est-ce que je l'achète ou je ne l'achète pas? Fait que tu sais, quand ton enfant pose fait des choix, fait des décisions que tu n'approuves peut-être pas, mais que là, tu n'as comme plus le choix, ben oui, ça peut être confrontant. Puis oui, tu peux te mettre en doute aussi. Est-ce que j'ai transmis, est-ce que j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre et tout ça? Donc, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de lire l'étude dont tu as fait référence, mais de mon vécu, je peux comprendre. Puis, tu sais, un enfant de 4 ans qui fait une crise de bacon pendant 30 minutes, c'est éprouvant. Mais tu sais, rendu à l'adolescence, des fois, les comportements vont être amplifiés, on va dire, tu sais, de toutes sortes d'expériences. Donc, tu sais, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. J'avais entendu ça à un moment donné, là, puis j'espérais que ça n'arriverait pas chez nous, mais c'est ça qui est arrivé. Avec le recul, justement, est-ce que ça vient perturber ton estime de soi ou maintenant que tu as fait tout ce cheminement-là, tu fais la part des choses? Je suis capable de faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que j'ai douté, que je n'ai pas douté. Tu sais, oui, j'ai douté à certains moments. Mais tu sais, aujourd'hui, je regarde mon garçon, il a 19 ans et il fait des choix, c'est ça, que je n'approuve pas toujours. Mais tu sais, les belles valeurs que, tu sais, je sais que j'y ai transmis le meilleur. Je sais qu'il y a ses propres expériences à faire aussi. Comme moi, mes parents, ils m'ont transmis le meilleur qu'il y avait à transmettre, puis j'en ai fait des gaffes. Parce que j'avais besoin d'aller vérifier par moi-même, faire mes propres expériences. C'est ça le cheminement de la vie. Ouais. Fait que, tu sais, on a le côté aussi, hein, puis je sais pas si c'est plus les mamans qu'on est comme ça, mais tu sais, on voudrait protéger nos enfants de tout. On voudrait pas qu'ils aient mal, mais si on les évitait de tomber, ils ne marcheraient jamais. Exact. Fait que des fois, c'est de se faire confiance aussi, puis de regarder les bons coups, les bons choix qu'ils font, puis de dire, ben, tu sais, je le vois, les belles valeurs que je lui ai inculquées, puis tout ça, tu sais, fait que c'est ça. Il faut continuer à focusser sur le positif, puis relativiser un petit peu. Tu sais, se rappeler, nous autres aussi, on en a fait des niaiseries quand on était ados. C'est sûr. Puis c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Mais je retiens ça aussi de notre rencontre, c'est l'importance de se connecter à nos valeurs.
Ouais. ce qu'on trouve bien de transmettre à nos enfants, ce qui va faire en sorte qu'ils vont bien fonctionner, ils vont être des adultes responsables, qui vont faire des bons choix en fonction de ce qu'ils trouvent bien pour eux. Mais il y a un bout aussi qui ne nous appartient pas, puis il y a une espèce de lâcher-prise aussi qui doit venir par la suite. Qui n'est pas évident. Mais c'est ça, c'est un processus, ça aussi. Ouais. Tu sais, j'ai envie de dire aussi que c'est important de choisir nos batailles parce que si je veux que mon enfant à 5 ans s'habille tout seul, puis fasse sa routine, puis que, tu sais, si je mets des standards très, très, très élevés auprès de mon enfant, bien, c'est sûr que moi, je vais avoir tendance à me dévaloriser, mais qu'est-ce que je fais de pas correct pour que mon enfant ne fasse pas ça encore tout seul? C'est important d'avoir des attentes réalistes envers nos enfants. Bon, premièrement, pour ne pas leur mettre une pression qui ne leur appartienne pas, mais pour ne pas me dévaloriser parce que je m'attends à des choses qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Oui. Puis c'est là qu'en se comparant justement avec d'autres parents, ou en tout cas en parlant, qu'on se rend compte si nos demandes sont réalistes. Est-ce qu'en fonction des compétences de mon enfant, il est rendu là? Puis tu sais, c'est pas juste une question d'âge non plus, là. Des fois, c'est juste une question de développement. Puis il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, des fois, ton enfant, il est juste en train de se développer sur d'autres aspects, sa concentration est sur un autre plan, puis il n'est pas rendu à travailler ce que toi, tu aimerais l'amener à faire. Il faut respecter ça aussi, là. Oui, vraiment. Fait qu'il y a une question vraiment de lâcher prise à travers tout ça, là. Oui, mais ça, la recette, là, miracle pour le lâcher prise, là, je ne l'ai pas trouvée. Ben alors, chers parents, si vous l'avez trouvée, cette recette-là, ben, je vous invite à nous la partager ou à tout le moins, si vous avez des petits trucs à nous transmettre par rapport à ce lâcher-prise-là, puis ce qui a été aidant pour vous dans votre vie, ben, je suis certaine que ça va pouvoir bénéficier à plein d'autres parents qui écouteront ce rendez-vous-là en rediffusion. Donc, ben, sur ça, un gros merci, Karine. Ça a été super intéressant de jaser d'estime avec toi. Merci encore pour l'invitation. Ça a tellement passé vite. Je suis vraiment contente d'avoir été là. Oui, ça va toujours très vite quand je rencontre des gens. Puis j'ai toujours la chance d'avoir des merveilleuses personnes avec moi dans mes rendez-vous éclairants. Fait qu'encore merci, Karine. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur le coaching PNL, sur ce que tu leur offres, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Sur Facebook, super facile. Karine Robitaille, coach PNL, ils vont me trouver facilement. Puis de là, ils vont avoir mes coordonnées, numéro de téléphone, courriel, etc. Excellent. Fait qu'un gros merci encore une fois, Karine. Chers parents, ben, merci d'avoir été là ce soir. Si vous nous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à faire un petit hashtag replay pour que je vois qui est venu nous voir, qui est venu nous écouter. Et si vous avez des commentaires à faire sur nos échanges de ce soir, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à un prochain rendez-vous éclairant. Encore une fois, merci, Karine. Merci, bonne soirée. Bye bye, bonne fin de soirée.